et bienvenue dans S'installer dans l'Ain, le podcast de la Chambre d'agriculture de l'Ain. À travers cette série, nous partons à la rencontre de jeunes agriculteurs installés dans l'Ain. Des parcours sincères, parfois inattendus, pour montrer que l'installation est possible et donner envie de franchir le pas. C'est Laurine, qui est notre chargée de communication, qui va se prêter aujourd'hui au jeu de poser les questions pour me présenter moi, Elsa, qui ai eu un peu l'idée de ce podcast. Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le Haut-Bugey à Dortan avec Elsa Pivard qui est installée depuis 2022 avec son frère. Elsa a 30 ans, elle est éleveuse de vaches laitières et elle fabrique aussi des glaces à la ferme. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler de vaches laitières, de glaces à la ferme, mais aussi de voyage et Elsa va nous expliquer comment lui est venue l'envie de s'installer dans l'Ain. Alors Elsa, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où t'es venue l'idée de ce podcast ? Oui, alors Elsa, moi je suis agricultrice. J'ai été élue l'année dernière à la Chambre d'agriculture de l'Ain où je fais partie de la commission communication. Et donc notre objectif c'est de communiquer à la fois auprès des agriculteurs, auprès des gens de la Chambre d'agriculture, mais aussi auprès du grand public de ce qu'on fait sur différentes thématiques et en fait d'offrir via ces parcours à l'installation une illustration finalement de nos métiers, de notre passion, de ce qui nous a motivés, nos difficultés aussi, parce que c'est pas un parcours qui est tout lisse, et finalement de donner envie par ces témoignages finalement de ce qui nous anime au quotidien à d'autres personnes de nous rejoindre dans notre beau secteur d'activité. Aujourd'hui, tu es agricultrice dans le Haut-Bugey, donc comme je l'ai dit juste avant. Est-ce que c'était ton projet au départ ? Est-ce que tu avais peut-être envie d'autre chose ? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tout ça t'est venu ? Ouais. Alors moi je suis fille d'agriculteur, mes parents avaient cette ferme, c'est la ferme familiale qu'on a reprise. Et quand j'étais adolescente, ma première chose que j'ai toujours dit, c'est jamais de la vie je reprends la ferme familiale. Je fais des études, je vais aller vivre en ville, j'acquiers de l'indépendance et je suis plus perdue dans ce petit trou et je vais avoir accès à ce que tous les autres ont finalement, ce qu'on voit quand on regarde les informations. Donc moi je me suis formée, j'ai fait des études d'ingénieur, je suis ingénieure en statistique et économiste. Et j'ai vécu, j'ai fait des études à Lyon, à Paris, à Berlin. Et j'ai adoré ça et vraiment j'ai appris beaucoup de choses. Néanmoins, quand j'ai fini, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ? Et en fait, j'avais pas tout de suite envie d'aller travailler dans un bureau climatisé dans une tour. J'avais fait quelques stages, ça m'avait pas trop convaincue. Et donc du coup, je suis partie en voyage à la fin de mes études. Pour la petite histoire, quand j'étais à Berlin, je faisais des cours de russe. Okay. Et mon université avait un partenariat avec l'université de Minsk, en Biélorussie, où on pouvait partir faire un mois de cours intensifs. Et donc, comme moi, j'étais à la fin de mon master, j'avais fini, je me suis dit, pourquoi pas aller faire ce stage-là. Et donc, j'ai passé un mois à Minsk. J'y ai même passé un deuxième mois parce que ça m'a bien plu et du coup, j'ai prolongé. Une fois que j'ai eu fini mes études de russe, je me dis, il faut quand même que je pratique cette langue, je sais pas quoi faire, je continue et en fait j'ai continué à voyager, j'ai dit tant que j'ai de la motivation, assez d'argent et la capacité, la volonté de continuer, je continue et puis quand j'en aurai marre, je rentrerai. T'es restée combien de temps du coup ? En tout je suis partie 1 an et demi. Ok. Du coup, durant ces 1 an et demi, t'as appris le russe, j'imagine. Est-ce que maintenant t'es bilingue ? Alors bilingue, je dirais pas jusque là, mais en conversation je me débrouille très bien. Okay. Ouais. Voyager quand on sort d'études et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est quand même pas si facile. J'ai travaillé dans des auberges de jeunesse, je restais un mois quelque part, je faisais des petits boulots, j'aidais un peu. Et notamment dans le monde agricole, je me suis retrouvée dans une petite ferme au fin fond de la Lettonie, où je trayais une petite vache à la main tous les matins, et sinon le reste c'était des vaches allaitantes, et puis on avait notre petit lait pour la consommation personnelle, on faisait le beurre, la crème, le fromage. Voilà, donc c'était un peu de découvrir des gestes d'antan de peut-être ma grand-mère qu'on n'a plus l'occasion vraiment d'avoir aujourd'hui en France et que du coup j'ai pu voir par ce voyage. C'est drôle parce que du coup t'es partie
d'ici pour du coup voyager et tu t'es retrouvée du coup en Lettonie dans une ferme. Donc c'est vrai que c'est quand même assez rigolo puisque t'es partie de la ferme pour justement... Ouais, en fait, j'avais un regard très critique sur la ferme familiale avec un robot de traite. Mon Dieu, le système intensif, ça va pas du tout. Et sans l'avoir non plus vécu au quotidien ici. Et en fait, je pense que pour moi, ça a été quelque chose d'assez thérapeutique d'aller voir ce que c'était que finalement cette agriculture que j'idéalisais d'une certaine façon et de voir que y a enfin, c'est ni mieux ni moins bien, c'est différent. Et quand même ici, c'est bien. Aujourd'hui, je peux le dire, on a quand même un système qui est assez vertueux et qui est quand même plus confortable. Donc on peut dire que ça a quand même changé ton regard du coup sur l'agriculture. Complètement. Ok. À quel moment du coup l'idée de revenir sur la ferme familiale t'est venue? Est-ce que c'est après du coup c'est 1 an et demi passé hors France? Oui et non. Moi, je m'étais dit quand même, oui, l'agricole, ça m'intéresse. Et c'était dans un coin de ma tête, mais sans forcément dire je vais reprendre une ferme. Et je m'étais dit, si je reprends une ferme, ce serait pas forcément celle-ci. Mais pendant, juste à la fin de mon voyage, je suis revenue parce que ma grand-mère, elle allait plus très bien. Il fallait quelqu'un pour s'en occuper à temps plein. Et comme moi, j'avais quand même un peu roulé ma bosse et puis ça va quoi, je me suis dit, ok, c'est le moment ou jamais, je suis disponible, j'ai du temps. Ma grand-mère est une femme qui est formidable et qui était toujours une énorme source d'inspiration pour moi et pour nous, parce que au nom de toute la famille, est vraiment une femme exceptionnelle. Et pendant que je faisais ça, mon frère, lui, était en voyage en Amérique du Sud et il était revenu du coup quasiment un peu de façon forcée, lui, en même temps que moi, parce qu'il y a eu le Covid. Et du coup, il a dû interrompre son voyage. Et lui, il était en train de passer son bac pro agricole dans l'idée de reprendre la ferme. Et moi, comme j'avais du temps, parce que je m'occupais de ma grand-mère, ce qui était à la fois un job à temps plein tout le temps, et en même temps qui laissait une certaine liberté tout au long de la journée, j'ai commencé à travailler ces cours et à apprendre la zootechnie, un peu d'agronomie, D'accord. etc. Je me suis dit, ben, trop intéressant. Quitte à être là, autant passer le diplôme. Et donc en fait, je me suis inscrite pour passer ce bac pro sans forcément d'idée derrière. Mais du coup, petit à petit, ben, ça a concrétisé la possibilité de faire ça. Et après, j'ai fait donc le stage pour ce bac pro dans une ferme laitière où ils fabriquaient des glaces en Savoie. D'accord. Et, euh, et donc mon frère qui voulait reprendre, qui avait l'idée de faire de la transfo, qui savait pas trop quoi. Au cours d'un long trajet, 5 heures de route à la fin de mon stage, on devait aller justement à Argenton-sur-Creuse, là où on avait notre école. Je lui ai dit, ben écoute, quitte à reprendre la ferme et faire quelque chose, on pourrait faire des glaces. C'est un produit qui est gourmand, qui marche bien. Il n'y en a pas beaucoup qui le font dans notre coin. Et en même temps, ça laisse une certaine flexibilité. Et si on fait ça, je veux bien le faire avec toi. Donc c'est comme ça qu'est né les glaces du Truchet. Exactement. Ok, super. Donc aujourd'hui tu travailles avec ton frère. Comment ça se passe du coup votre collaboration, si je peux appeler ça comme ça? Alors, on s'entraide pas sur tout, mais sur beaucoup quand même. On a donc la ferme avec les vaches laitières, on a l'atelier glace, on a aussi une plateforme de compost qui est attenante à la ferme et qu'on a aussi reprise en même temps que la ferme. Et donc mon frère, il est vraiment responsable de l'atelier, tout ce qui est culture et compost. Et moi, je suis responsable de l'atelier vache laitière et de la partie transfo. Et mon frère, c'est plutôt celui qui fait toute la partie comptabilité aussi, gestion administrative. Et on a aussi du coup des salariés qui vont faire la partie plus opérationnelle, avec là notamment une personne, Pauline, à temps plein, qui fait la fabrication des glaces. Euh, Moi, je suis plus sur l'appui logistique, commercialisation, relations clients, etc. D'accord. Et moi, ce qui me motive aussi beaucoup, c'est la partie vraiment gestion du troupeau. Ça, c'est la passion que je me suis redécouverte, du coup, vraiment d'avoir un troupeau laitier. Tu veux que je te parle un peu de à quoi ressemble la ferme? Oui. Donc, comment elle s'organise Oui, c'est ça. À quoi par exemple une journée avec toi. Donc, nous, on a une ferme avec un robot de traite. Donc, c'est le robot qui assure la traite des vaches. On commence avec mon frère à 6h30 le matin. Et lui, il fait la distribution, il prépare la mélangeuse, donc la nourriture des vaches.
il fait la distribution et derrière, quand il y a des génisses, il s'occupe des génisses. Et moi, je fais donner à boire aux veaux, vérifier que toutes les vaches vont bien, passer des vaches qui seraient en retard, donc qui ne seraient pas allées se faire traire et qui auraient besoin de se faire traire, racler les logettes. Et puis après, les petits trucs à droite à gauche selon où on en est. Et puis on essaye d'avoir fini toute la partie, ce qu'on appelle astreinte du matin à 8h. Et derrière, on se retrouve au petit chalet et on boit le café tous ensemble avec l'équipe. Et puis à 8h30, ensuite, c'est selon la journée, selon les besoins, la météo. Moi, j'ai aussi beaucoup de responsabilités à côté. Je suis présidente de notre coopérative de vente de lait. Je suis élue à la chambre, donc avec des petites responsabilités. Je suis aussi lauréate d'une bourse qui s'appelle Newfield, qui finance des projets de recherche d'agriculteurs, un peu un programme de leadership du monde agricole. Et donc en fonction de où on en est dans l'année, dans la semaine, dans le jour, c'est pas du tout pareil. Par exemple, ce matin, on a fait la partie rendu de comptabilité de la SARL. Cet après-midi, on enregistre ce podcast pour la commission communication. Et pendant ce temps, mon frère, il est en train de charger un char de foin et après, il va aller faucher. Et puis demain, sans doute qu'à cette heure-là, je serai en train de brasser l'herbe avec le tracteur. Donc c'est vrai que tes journées ne se ressemblent jamais, c'est vraiment en fonction peut-être des priorités. Ce que j'aime dans ce métier, c'est toute la diversité des connaissances et des missions qu'on peut avoir au cours d'une journée et jusqu'au cours d'une année. C'est complètement différent. Il y a un cycle. Les saisons, elles influent vachement et ça pose un cadre. Et en même temps, à l'intérieur de ce cadre, il y a une marge de manœuvre qui est fantastique de tout ce qu'on peut faire selon ses appétences et un peu quand même la conjoncture économique parce que on fait pas ce qu'on veut toujours et on est dépendant de la météo et c'est souvent elle qui dicte aussi une partie de notre emploi du temps. Mais c'est aussi ce que je trouve beau. Et puis nous, dans notre structure, on a, grâce au salariat, la capacité aussi justement de se libérer du temps pour ces missions à côté. Et moi, c'était quelque chose qui était important pour moi, de ne pas être toujours une indispensable de la ferme pour pouvoir partir. Par exemple, l'année dernière, je suis partie pendant presque un mois en Nouvelle-Zélande. Et la ferme, elle a tourné et elle a super bien tourné. Donc c'est super d'avoir une équipe sur laquelle on peut compter. Et est-ce que à côté, tu as peut-être des passions? J'ai lu que tu pratiquais les échecs, c'est ça? Ouais, alors ça c'est un petit héritage familial aussi. Okay. Mon père était un passionné d'échecs et donc il nous a appris ça. Et moi c'est toujours quelque chose que j'aime beaucoup parce que quand on est sur l'échiquier, on se vide la tête en fait et on se concentre sur ces 64 cases. Et c'est vraiment, il y a de la stratégie, il y a du psychologique, il y a de l'endurance. C'est un sport quand même, c'est reconnu par la Fédération française des sports et j'adore ça. Et à côté de ça, je fais aussi de l'escalade et j'aime beaucoup aller en falaise et essayer de gravir les falaises, quoi. Super. Tu nous as dit que tu jouais aux échecs, que tu faisais de l'escalade. Qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ce territoire de l'Ain? C'est chouette comme question parce qu'en fait, je sais pas si c'est généralisé. En tout cas, pour moi, je vais parler avec le jeu. Quand j'étais petite, je me rendais pas compte de la chance que j'avais d'être ici. On a cette image, Oyonnax, la ville de la Plastic Valley, c'est de l'industrie, on est un peu perdu. Et j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu ailleurs et en fait, je me rends compte que les montagnes au Kyrgyzstan, elles sont magnifiques. Les montagnes en Arménie, elles sont super belles. Les plaines de Russie qui sont enneigées par les bouleaux d'hiver, c'est incroyable. Oui, il y a la nature, elle est belle partout et elle est vraiment particulièrement belle chez nous parce qu'en fait, c'est en plus de ça, il y a cette espèce d'attachement viscéral à ce territoire quand ça apporte tellement d'émotions quand il y a cet endroit sur l'autoroute juste après Montréal-Lacluse, il y a un gros bloc de roche et à chaque fois que je le vois, je me dis ah ça y est, je suis presque à la maison quoi. Et en fait, l'Ain, il y a un peu tout. On peut faire de la montagne, il y a de la plaine, il y a de la culture, on a plein de choses. Oyonnax, c'est une ville qui séduit pas comme ça quand on la connaît pas. Et en fait, quand on y vit, on a plein d'opportunités. Alors, je sais pas, selon les loisirs, ceux qui aiment le surf,
c'est sans doute pas l'endroit où je leur recommanderais de s'installer, mais d'un point de vue activité, on a une richesse de tout ce qu'on peut faire qui est assez fantastique. Ça fait maintenant du coup 4 ans que tu es installée. Qu'est-ce qui t'a le plus surprise dans ton installation? Est-ce que tu as déjà eu des moments de doute? Enfin, explique-nous un petit peu comment ces 4 ans se sont déroulés. Ouais, alors comme je l'ai dit, l'installation, ça a été vraiment sur un coup de tête. C'était en mai 2021, ce fameux trajet en voiture avec mon frère. Et le 25 mai, je faisais le PPP de la chambre, donc c'est le parcours à l'installation, la rencontre pour faire le planning. Et ils ont dit, ah oui, pour s'installer au 1er janvier 2022, mais chaud quoi. C'est rapide. Et surtout que c'est d'autant plus rapide qu'il fallait l'idée, moi, vraiment, où j'ai dit, ok, pourquoi pas. Derrière, il fallait se mettre d'accord sur une valorisation de la ferme, sur la valorisation du compost, faire tous les devis, chiffrer les investissements, parce que quand on s'installe, il faut quand même qu'on ait une vision qui soit assez claire de où on va. Donc, tous les devis pour créer le labo des glaces, le matériel, on n'y connaissait rien. Enfin, on est arrivé, enfin nous c'était la fleur au fusil, on a dit on y va, puis enfin qu'est-ce que... Voit. Ouais, de toute façon il pourra rien se passer de mal, on avait quand même la chance de reprendre un outil de travail qui était déjà fonctionnel, et il y avait déjà la robotisation. Moi qui n'y connaissais rien aux vaches, enfin vous l'avez compris, hein, je suis arrivée, c'était pas mon passé quoi. Et en fait, déjà j'aime bien apprendre et j'apprends vite. Et à côté de ça, les informations que donne le robot sur la santé des vaches, ça aide beaucoup pour quelqu'un comme moi. C'est-à-dire qu'il va donner des informations. Moi, je vais voir les vaches. Je me dis, est-ce que j'ai vu des choses? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Et lui, il va me dire, bah, attention, est-ce que tu as bien vu? Celle-là, elle a perdu en rumination. Va vérifier que tout va bien avec elle. Ok, non, bah, peut-être qu'elle a un souci. Et en fait, l'œil de l'éleveur que je n'avais pas forcément encore, il était en partie compensé par les outils qu'on a qui étaient déjà mis en place. Donc ça, déjà, c'était quelque chose qui était assez rassurant. Mon frère, donc il est ingénieur en mécanique plasturgie, puis il a travaillé dans l'industrie en République tchèque avant de s'installer. Donc autant vous dire que c'était pas plus un éleveur que moi. Il avait quand même la connaissance des tracteurs. Et depuis toujours, il faisait les foins l'été, il aidait à la ferme. Donc il avait cette connaissance-là et il a beaucoup plus l'instinct du terrain, de ce qu'il faut faire quand il faut y aller. Et donc du coup, on était quand même assez complémentaires. Et puis ouais, nos parents, notre oncle, ils avaient envie de partir à la retraite, ils avaient envie de transmettre. C'est aussi l'avantage de faire une installation qui est dans le cadre familial. Nous, on est les 2 seuls enfants, donc en fait, nos parents, ils ont eu la gentillesse de nous faire une avance sur héritage, donc toute la partie qui était la leur de la ferme, on en a hérité, donc en fait, ça facilitait aussi d'un point de vue économique l'installation. Et en fait, une fois qu'on a fait ça, on est allé voir les banques avec un projet qui tenait la route, et ils nous ont fait confiance, et donc en fait, en 7 mois, on a bouclé le parcours à l'installation. Vous êtes fait accompagner par la Chambre d'agriculture. Ça vous a permis sûrement d'en apprendre plus et c'était peut-être plus simple aussi pour vous. Ouais, alors la Chambre d'agriculture, en fait, ils ont cette mission qui est une mission régalienne d'accompagner les porteurs de projets. Et il y a des formations qui sont obligatoires pour l'installation, avec par exemple celle de l'installation en GAEC, sur un côté ressources humaines. L'expérience terrain montre que souvent, c'est pas la technique qui fait qu'une entreprise tourne pas, c'est l'humain. Et c'est l'entente entre associés, entre des amitiés, des familles qui peuvent des fois du coup se déchirer parce qu'on ne partage pas les mêmes objectifs, parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses. Et cette formation-là, par exemple, qui est obligatoire, je pense que c'est celle qui nous a le plus appris, c'est celle qui nous a appris aussi à mieux communiquer. Moi, mon frère, je l'aime de tout mon cœur et j'ai grandi avec lui et c'est mon grand frère. Et par contre, travailler avec lui, j'aurais jamais mis un copec dessus. Et de fait, on fonctionne pas de la même façon et on apprend à travailler ensemble. C'est pas toujours facile, mais le côté où on arrive à se faire confiance quand même, et je pense que ça c'est hyper important et c'est la première chose. Et on a une vision assez commune de ce qu'on voudrait avoir. Ça nous permet d'avancer quand même dans la bonne direction. Très bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des moments de doute, des périodes un petit peu plus compliquées?
Oui, toujours, forcément. Au tout début, c'était beaucoup de travail, beaucoup d'heures où des fois on ne sait plus. Je me souviens quand on a fauché au mois d'avril 9 hectares de couverts interculture qui devaient sécuriser l'alimentation des vaches. Et puis que d'un coup, la météo les annonçait plus ce que c'était. Et puis que presque c'était en train de grêler sur ce qu'on venait de faucher. Et on se dit, oh là là, la catastrophe. Vraiment, mais j'en pleurais et tout. Mais papa, je fais quoi? On est très content d'avoir les parents Ouais. qui sont encore dans le coin dans ces situations-là. Et puis il a dit, bah écoute, t'y touches pas, et puis peut-être demain le beau temps il reviendra. C'était vraiment la météo qui changeait tous les jours et toutes les heures, les prévisions elles changeaient. Tout le dimanche j'étais là à regarder le ciel et à m'arracher les À cheveux. prier pour Et que... le lundi, le soleil il est venu et en fait on a fait notre meilleure récolte. Et on n'aurait jamais pu imaginer que c'était le meilleur moment pour faucher, et finalement ben, si on avait dû faucher le lundi, c'était déjà trop tard parce que la pluie, elle revenait vraiment le mardi. Et en fait, on a eu de la chance dans notre malchance. Et derrière le doute, en fait, bon, ben voilà, on finit toujours par s'en sortir. Merci pour ce partage. On va peut-être parler du coup de vos glaces. Qu'est-ce que cette diversification aujourd'hui, elle vous apporte? Euh, Beaucoup de choses. Plusieurs emmerdes supplémentaires parce qu'en fait, quand on rajoute des ateliers, on rajoute des problèmes à gérer. Mais surtout, la satisfaction d'avoir un produit qu'on crée avec le lait de nos vaches, d'avoir tout de suite quelque chose à donner aux consommateurs. Et en fait, ça nous permet de créer de l'échange, de faire de la communication positive aussi auprès de notre métier et d'avoir une valorisation supplémentaire qui nous sort de... Enfin, en fait, quand on fait du lait, on est monoproduit, monoclient. Et là, du coup, ça nous donne un canal supplémentaire, un outil de diversification ouais, qui nous permet de changer des choses. Et vous gérez ça du coup en interne, j'imagine. Ouais, on est en interne. Alors, de temps en temps, on se fait quand même aider. Et peut-être qu'avec le temps, on se rend compte aussi de ce que peut nous apporter l'aide externe sur ça. Et par exemple, si là, je dois refaire demain un agrément sanitaire, je ne referai plus tout le dossier moi-même. Je ferai appel à quelqu'un. Quand bien même j'ai la capacité de le faire, en fait, c'est quelqu'un qui a l'habitude. Il va peut-être me facturer, mais en fait, le temps qui va y passer par rapport au temps que moi j'y passe, en fait, si je valorise un peu correctement mon temps de travail, je suis pas sûre d'être gagnante. Et après, on a recruté une formidable pâtissière pour la fabrication des glaces. Et donc ça, c'est pareil, en fait, quand on a quelqu'un, au début, on s'était dit, une fois qu'on a la recette, il suffit d'être un peu méticuleux et ça marche. Mais en fait, quand on prend quelqu'un qui est vraiment du métier, on se rend compte que ça marche encore mieux. Et donc voilà, petit à petit, on apprend et on se structure et on s'améliore et voilà. Super. Si quelqu'un qui écoute ce podcast aujourd'hui souhaite s'installer, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Être agriculteur aujourd'hui installé, c'est être un véritable chef d'entreprise et avec tout ce que ça a de beau que ça apporte, c'est-à-dire qu'on travaille pour soi, pour l'avenir. On a les possibilités d'être vraiment acteur, on choisit l'orientation qu'on veut donner à sa ferme, on fait ses propres erreurs, mais derrière on sait aussi si on veut s'engager dans de l'agroécologie, en fait on a le pouvoir de s'engager dedans et on n'est pas obligé d'attendre que ce soit d'autres qui le fassent. C'est vraiment un métier qui est un métier passion où il faut avoir conscience de ça et il ne faut pas limiter d'investissement qu'il faudra y mettre à la fois humain et financier.